90 minutes business, l'invité. Et on parle de fiscalité et d'efficacité de la fiscalité avec vous ce midi. Cédric Audigny, président du comité d'évaluation des réformes de la fiscalité du capital. Merci d'être en direct dans 90 minutes business. On parle de ce rapport final que vous rendez sur les effets du plafonnement de l'ISF, son remplacement par l'IFI plusieurs années après. On a un peu de recul, c'est ça qui est intéressant avec ce rapport. Est-ce qu'on peut déjà rappeler un petit peu le contexte, comment cette réforme et pourquoi cette réforme avait été lancée à l'époque ? Alors, bonjour. Donc, effectivement, ça fait 5 années que le comité travaille sur ces réformes. Hein. Donc, pour rappeler, il y avait 3 réformes en 2018. D'une part, il y avait une baisse programmée du taux d'impôt sur les sociétés pour rapprocher la France de ses partenaires européens. Deuxièmement, il y avait la transformation de l'ISF en IFI. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'avant, il y avait un impôt sur les grandes fortunes, sur leur patrimoine financier et immobilier, et l'impôt sur le patrimoine financier a été supprimé et resté l'impôt sur le patrimoine immobilier. Et enfin, il y avait l'instauration de la flat tax, du prélèvement forfaitaire unique, qui en gros, avant quand on avait des dividendes, ils étaient imposés au barème de l'impôt sur le revenu, et désormais on peut l'imposer à 30%, ce qui évidemment est favorable pour ceux qui ont un taux marginal supérieur à 30%. Bon, est-ce qu'on peut déjà se demander si cette suppression de l'ISF au final a bénéficié aux plus fortunés? En tout cas, est-ce qu'elle a eu les effets escomptés? Alors, est-ce qu'elle a eu les effets escomptés? Si l'ISF a été supprimé, c'était avec pour objectif de réduire ces effets supposés négatifs sur l'économie. Donc ça, c'est quelque chose que le comité a essayé d'identifier. On y reviendra peut-être tout à l'heure, mais il n'est pas arrivé vraiment à déceler d'effets de la seule suppression de l'ISF. On trouve des effets d'autres réformes, mais sur la suppression de l'ISF, on peine à trouver des effets sur le tissu productif. Mais en fait, on avait mis en place des mécanismes, j'ai envie de dire, dérogatoires sur l'ISF, le plafonnement de l'ISF, l'exonération des biens professionnels, qui en fait avaient été faits pour réduire ces effets négatifs, mais pour le coup qui réduisaient sa progressivité pour les plus fortunés. Et en fait, la suppression de l'ISF, ce que le comité montre bien, a profité évidemment à des gens qui ont des niveaux de patrimoine très appréciables, mais n'a pas profité spécifiquement aux plus fortunés, car les plus fortunés bénéficiaient de ces mécanismes dérogatoires. Cette réforme, dans son ensemble, voulait lutter contre les rentes immobilières. L'idée, c'était de remettre de l'argent de ces personnes dans l'économie réelle. Est-ce que, en cela, il y a eu finalement des effets positifs? Alors, c'est là que c'est important de distinguer les différentes réformes. Oui. Ce qu'on voit, c'est clairement depuis 2018, il y a eu une forte augmentation des dividendes versés par les entreprises. Oui. Il y a eu une forte augmentation des plus-values réalisées par les ménages. Et donc là, il y a vraiment effectivement de l'argent qui a été remis dans l'économie. Et notamment dans ce rapport qu'on publie ce matin, on trouve un effet qui est net sur les créations d'entreprises. Donc là, il y a vraiment eu un réinvestissement, il y a vraiment eu des effets sur l'économie. Sur la question spécifique de l'immobilier, alors, c'est encore difficile à évaluer. On n'a pas mené d'études aussi sophistiquées que sur l'impact, notamment sur les créations d'entreprises ou sur l'investissement des entreprises. À ce stade, quand on regarde les plus fortunés, si je peux m'exprimer ainsi, contribuables à l'ISF depuis 2014, on ne voit pas de baisse de leur patrimoine immobilier. Oui, vous vouliez poser une question, Pierre? Oui, juste un point. Est-ce que l'assiette sur laquelle s'appuie l'impôt sur la fortune immobilière n'a pas eu quand même tendance à grossir, ne serait-ce que parce qu'il n'y a eu aucune revalorisation du seuil à partir duquel on est redevable de l'IFI depuis cette fameuse réforme. Et que donc, alors c'est moins vrai aujourd'hui, mais avec l'augmentation du prix de l'immobilier, forcément vous avez mécaniquement un certain nombre de contribuables qui n'étaient pas redevables de l'IFI qui le sont devenus. Tout à fait, les seuils sont restés stables et donc si les recettes de l'IFI ont augmenté de 42% entre 2018 et 2022, en fait c'est à peu près autant parce que l'impôt moyen a augmenté et autant par une entrée de nouveaux contribuables, parce que les prix de l'immobilier ont
ont été très dynamiques sur la période. Bon, les prix des actifs financiers ont aussi été très dynamiques sur la période. Mais effectivement, donc c'est compliqué dans cette augmentation du patrimoine immobilier de distinguer qu'est-ce qui est dû à un dynamisme structurel à l'époque, on va dire, de l'immobilier et un effet de la réforme. Nous, pour l'instant, on peine à voir un effet de réallocation du patrimoine en défaveur d'immobilier. Pourquoi on a du mal aussi à mesurer ce que vous disiez tout à l'heure, finalement, l'impact sur les stratégies d'entreprise, leurs investissements? Pourquoi c'est difficile à mesurer? C'est qu'on n'a encore pas assez de recul? Alors, c'est vrai que c'est des mesures en fait très compliquées à évaluer. C'est toujours difficile d'évaluer des politiques publiques, mais là, il faut bien voir qu'on a 3 mesures qui interagissent entre elles. Oui. La baisse d'impôt sur société, le PFU et la suppression de l'ISF. 2 d'entre elles, en plus, c'est des baisses d'impôts sur les ménages dont on attend un effet sur les entreprises. Donc c'est un peu indirect. Et enfin, c'est des mesures, quand on baisse l'impôt sur le capital, on vise à améliorer l'attractivité de la France à moyen terme, voire long terme, et donc c'est difficile dans les données d'évaluer des effets à très court terme. Donc tout ça fait que c'est compliqué. Ce qu'on a montré durant toutes ces dernières années, en résumant un peu nos résultats, donc c'est déjà, on voit un effet quand même clair sur le solde des départs à l'étranger. Oui. Les contribuables fortunés avant, schématiquement, il y avait plus qui partaient que ceux qui rentraient. Depuis 2018, c'est l'inverse. On a quand même des indices concordants, même si on est sur un petit nombre quand même. Alors, on est sur un petit nombre, effectivement. En gros, avant, le solde net était négatif de l'ordre de 500. Là, il est positif de l'ordre de 140, 150. Donc, évidemment, ce sont des petits nombres. Donc, effet de faible ampleur. Mais on a vraiment des indices concordants qui nous font penser que c'est un effet de la réforme. Sur l'impact des réformes sur le tissu productif, donc ce qu'on avait montré dans le rapport de 2021, c'est que on n'arrivait pas à déceler d'effets de ces réformes dans les entreprises dont les actionnaires avaient le plus bénéficié des réformes. Cette année, on a mené de nouvelles études et on montre notamment qu'on voit un effet de ces réformes sur les créations d'entreprises. Les secteurs de l'économie qui ont le plus bénéficié de ces réformes ont créé plus d'entreprises que les autres. Donc ça, c'est un effet. Ça reste un effet de faible ampleur, mais pour répondre aussi complètement à votre question, il faut voir aussi que c'est des réformes, si je peux oser, aussi de faible ampleur budgétaire. Oui. Parce qu'on parle de réformes de quelques milliards. Alors quelques milliards, évidemment, ça peut paraître important, mais par rapport à l'ensemble de la taxation, même la taxation sur le patrimoine, c'est des dizaines de milliards. Donc c'est compliqué après d'arriver à déceler des effets dans l'économie. Merci beaucoup Cédric Audenis d'être venu nous voir aujourd'hui, président du comité d'évaluation des réformes de la fiscalité du capital, pour décrypter un petit peu avec du recul ce qui s'est passé sur ces 3 réformes. Merci beaucoup.